parcours. Pitié pour Hugo. Non! Mais vous tapez beaucoup trop tard, Séverine. Si je comprends bien, c'est pas ton jour de chance. Certes, vous avez tapé sur la C'est bonne notre touche, dernière chance. mais trop tard. Alors là, plus le droit à l'erreur. Hein. On s'accroche, on se concentre. Moi, ce que je vais vous offrir, ce sont des vacances en Grèce, au bord de la mer Égée. Il aurait fallu commencer tout de suite comme ça. Ça, j'ai eu très peur. Youpi! Et voilà. Voilà un parcours qui s'achève. Tralalaïo. À bientôt. Est-il vraiment nécessaire de réclamer votre score, Séverine? On le regarde, mais je crains qu'il ne soit très modeste. 350 points. Bon, de toute façon, vous repartez bien sûr avec un cadeau de participation. Je vous embrasse et puis, il paraît que j'ai le temps d'accueillir un autre candidat. Allô, allô? 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 Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Cédric. Cédric comment? Diaz. T'es pas très vieux, Cédric. Quel âge as-tu? 14 ans. Eh oui, tu téléphones d'où? De Bury. Bon, Cédric, tu peux tout de suite appuyer sur le 5 pour qu'on vérifie la ligne. Est-ce que ça fonctionne en régie? Impeccable. On joue avec toi au coffre magique, d'accord? D'accord. Bon alors, ouvre grand tes yeux. Sois rapide, sois futé. Et choisis-moi la bonne clé, celle qui peut ouvrir la serrure du coffre. T'appuies sur le 1, le 2, le 3. Il a opté pour la clé numéro 2. Est-ce le bon choix? Eh non! Mince alors! Zut, c'est raté. Bon, de toute façon, bien sûr, tu pourras retenter ta chance au 36, 68, 33, 33. Et puis moi, je vous attends déjà demain, 20h. Et en attendant, tout ce que j'ai à vous dire, c'est... Bonjour chez vous. Allô? Dans 3 petites secondes, Clint Eastwood, l'inspecteur ne renonce jamais. Ces grains de café sont bons, très bons, mais pas assez bons pour Jacques Vabre. Alors il faut recommencer, refuser, exiger, affiner sa recherche jusqu'à trouver le grain juste. Celui que seul Jacques Vabre sait choisir pour votre plus grand plaisir. Jacques Vabre. Choisissez l'homme qui sait choisir le café. Bonux présente Drôle de tâche. Et voilà, une tâche. Et de 2. Et de 3. Et oui, la vie c'est aussi ça. Et quand les tâches sont difficiles comme ça, il faut une lessive à la hauteur. Le nouveau Bonux Ultra. Dès 40 degrés, la propreté est impeccable, à l'endroit comme à l'envers. La propreté Bonux Ultra, vous avez remarqué comment on la remarque? Faites-vous remarquer avec Bonux. Filmez vos drôles de tâches, la meilleure passera à la télévision. Et en plus, il peint. Quel homme! Normal. Léonard, élevé au banania. Vitel apporte des minéraux essentiels aux fonctions vitales du corps. Golden. Granny Smith. Jonah Gold. Early Red. Ida Red. Les pinces, Les pommes. elles sont toutes à croquer. À croquer. Déodorant Viactive ou microcapsules, partez du bon geste. Plus vous transpirez, plus les microcapsules vous protègent. Alors faites le geste Viactive. Et restez sûr de vous jusqu'au soir. Viactive ou microcapsules, plus vous en avez besoin, plus il vous protège. Si Charal protège si jalousement ses entrecôtes de l'air et de la lumière, c'est qu'une entrecôte Charal n'a rien à voir avec une autre entrecôte. Car comme tous les bons bouchers, Charal sélectionne toujours une viande très goûteuse, très savoureuse et surtout très tendre. Et pour en être convaincu, il suffit de comparer. Charal, la viande devrait toujours être aussi bonne que ça.
Mon nouveau rouge à lèvres est vraiment longue tenue. Rouge toujours, jamais. Il ne vire pas. Il ne file pas. Grâce au color fixe. Rouge toujours, jamais. Toujours intense. Et mes lèvres restent souples avec son actif hydratant. Pour des lèvres éclatantes jusqu'à l'aube. Rouge toujours. Une innovation signée Je mets. Disco Night Fever, avec nostalgie et la température monte. Le protège-slip Always, il sait se faire oublier. Non seulement parce qu'il est mince, mais aussi grâce au voile alvéolette. On se sent plus nette, plus fraîche. Protège-slip Always, essayez-le. Courbe des consultations médicales, des hospitalisations, courbe de la fréquence des arrêts de travail, de la consommation de médicaments. C'est en étudiant des courbes comme celle-ci que nous exerçons pour vous notre compétence dans le domaine de l'assurance santé. Parce que demain se décide aujourd'hui, AGF, Assurance Santé. Toujours en alerte, CCP Service Plus de la Poste a été entraîné pour réveiller l'argent inactif de votre compte chèque, le faisant bondir vers sa réserve à 4,5%. Hop là, et s'il y en a assez, hop, direction son épargne à 8%. CCP Service Plus, à chaque occasion, il fait fructifier votre argent. Oui, record battu, 35 centièmes. Jamais au monde on ne s'était versé un verre de lait aussi rapidement. Ah, Candia, ton grand lait, c'est vraiment du grand lait. Alpha 33. Une grande tradition sportive faite de performance et de confort se renouvelle aujourd'hui dans l'Alpha 33 série spéciale Imola. Moteur boxer 1,3 litre catalysé, 90 chevaux, jantes alliage, phare anti-brouillard, intérieur sport, volant et pommeau cuir, becquet arrière. Alpha 33 Imola, la sportivité en version originale. Racketté à l'école par une bande de loupards. T'as joué au rock'n'roll? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a des mecs qui m'ont attaqué. Ils voulaient me prendre mon blouson. La vie d'Antoine vire au cauchemar. Te laisse pas faire par des petits cons. Sinon après t'auras toujours peur. Regarde bien mon schlass. Hein, regarde-le bien. Allez, donne. Pourquoi t'as été volé? Qu'est-ce qui t'a pris? Confronté à la violence, à la peur, Antoine va vivre son drame dans la solitude. Samedi 20h45, la tragédie d'un adolescent condamné au silence sur France 3. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le soir 3, 22h30. Vous allez où, ma jolie? Nulle part avec vous, espèce d'affreux. Allez, du vent. Dans 3 petites secondes, le soir 3. Georges Belair et Marcel Béliveau, regardez-les bien, ils ont rendu les stars complètement parano. Surprise, surprise, dites-nous Mimi Mati, vous comptez rester longtemps là-haut? Mais je peux pas passer l'après-midi là-dedans. C'est pas l'après-midi, c'est que la soirée. Allô, Henri Sagnier? Oui? On vous reçoit 5 sur 5 pour le scoop de l'année. Alors, dites-nous qui est ce contact top secret. Avec Pauline Esther, Stéphane Roche et Courtemanche, surprise, surprise, samedi 20h50 sur France 2. Il a une belle couleur, ce couston.
a du corps et du bouquet. Cousteron, le bon fromage du pays. Pour créer Biscuits Maison de Delacre, notre maître pâtissier s'est souvenu des bons conseils de sa grand-mère. Beaucoup de beurre, des gros morceaux de chocolat et ne lèche pas la cuillère. Mais les biscuits Maison sont-ils aussi bons que ceux de grand-mère? Oui? Non? Oh, bien sûr que oui. Nouveau Biscuits Maison de Delacre, aussi bon qu'à la maison. Mais qui résistera à l'air d'Hammer? Souvenez-vous, Philips invente la cassette audio et la liberté grandit. Philips invente le compact disque et le son prend toute son ampleur. Philips invente le laserdisc et à la perfection du son ajoute celle de l'image. Aujourd'hui, Philips invente Matchline 100 Hz, écran 16/9 et donne à l'image toute sa dimension. Philips, c'est déjà demain. Cloretz pour être sûr de son haleine. Cloretz. Plus qu'un bonbon, plus qu'un chewing-gum, Cloretz, pour être sûr de son haleine. Alpha 33. Une grande tradition sportive faite de performance et de confort se renouvelle aujourd'hui dans l'Alpha 33 série spéciale Imola. Moteur boxeur 1,3 litre catalysé, 90 chevaux, jantes alliage, phare anti-brouillard, intérieur sport, volant et pommeau cuir, becquet arrière. Alpha 33 Imola, la sportivité en version originale. Pure soupe de Liebig. Pour nous, c'est la meilleure. Pure soupe de Liebig. C'est si simple de se faire du bien. Disco Night Fever, avec nostalgie et la température monte. Possesseur de la carte multipoint, c'est à vous. Saisissez-vous de votre carte multipoint immédiatement. Voici le code multipoint valable sur France 3 aujourd'hui et il y en a un autre sur France 2. Et bien maintenant que vous avez votre carte multipoint dans la main, tapez la touche Action. Entrez le code qui est sur l'écran, oui voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 100 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 et 36 15 France 3. Les sondages lui donnent entre 8 et 9% aux prochaines législatives. Le Parti communiste fustige François Mitterrand, les socialistes et leur bilan. Mais en même temps, il affirme vouloir à tout prix faire barrage à la droite. Comment gérer la contradiction? Comment éviter l'isolement? Ce sera le thème du dossier du soir sur la 3. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Europe au secours des marins-pêcheurs. La Commission de Bruxelles a en effet décidé aujourd'hui de fixer des prix minimums pour certains poissons importés dans la communauté européenne. Une décision qui, vous allez le voir, n'a pas complètement satisfait la profession. Xavier Bonahula. C'était à Quimper, quelques minutes seulement après la décision de Bruxelles. Les femmes de marins qui manifestaient ne sont guère convaincues. Pour les mesures annoncées ce matin, elles sont largement insuffisantes. Autre lieu, Saint-Nazaire, des pêcheurs toujours sur le pont, déçus, eux aussi. Ça, c'est des mesures qui existaient déjà, qui n'étaient pas respectées. Mais enfin, en plus, on nous parle aujourd'hui de prix minima sur une durée de 4 mois. Alors non, on veut du concret, hein, on veut du concret. C'était à Bruxelles, enfin, là même où les décisions ont été prises. Même constat. Un prix minimum ne sera pas suffisant. Il faudra également intervenir sur des quotas d'importation. La Commission européenne a donc instauré ce prix minimum pour 4 mois pour les importations extracommunautaires de cabillaud, de merlu, d'aigle-fin, de lieu noir et de lotte. Le ministre est satisfait. Je suis convaincu que nous allons en sentir les effets très vite sur le marché. Un nouveau comité de gestion est prévu le 11 mars, quelques jours avant le conseil des ministres des pêches du 18. Ça sera l'occasion de faire le bilan et, si nécessaire, d'utiliser d'autres armes dont nous disposons
dans l'arsenal communautaire, et je pense aussi bien au contingentement que peut-être l'arme extrême mais difficile de maniement, qui est la clause de sauvegarde, l'arrêt des importations. Charles Josselin tentera de convaincre demain les professionnels de la pêche de la portée des décisions de Bruxelles lors d'une réunion qui aura lieu à Rennes. En attendant, ce soir, les mesures de sécurité ont été renforcées à Rungis, au cas où. Autre événement du jour, la nouvelle flambée de violence dans les rues de Mogadiscio, en Somalie. Ce matin, pendant plusieurs heures, des combats ont opposé Américains et Somaliens et l'ONU envisage maintenant d'évacuer l'aide humanitaire. Xavier Bodin-Hulin et Claire Sébastien. 8 heures d'affrontement de rue, Mogadiscio s'enflamme. En plein centre-ville, dans la zone dite du kilomètre 4, des combats ont opposé la force internationale à des groupes armés somaliens. Les Américains ont riposté, organisant des rafles parmi la population pour débusquer des tireurs. Un premier bilan fait état de 3 marines et 2 soldats nigériens blessés. Pas de chiffre officiel côté somalien, mais des témoins parlent d'au moins 9 morts. C'est la plus importante flambée de violence depuis le début de l'opération Rendre l'espoir en Somalie, voilà 3 mois. États-Unis-Russie vers un sommet le 4 avril prochain. Warren Christopher et Andrei Kozyrev l'ont annoncé conjointement. Boris Yeltsin et Bill Clinton se rencontreront en avril. Ce dernier ne cache pas le soutien qu'il apporte aux réformes économiques du président russe. Le lieu de la rencontre n'est pas encore fixé, mais son objectif est clair, faire redémarrer le processus de paix sur le Proche-Orient. Obsèques religieuses ce matin à la cathédrale de Rouen de Jean Le Canuet, décédé lundi d'un cancer à l'âge de 72 ans. C'est un hommage unanime que lui a réservé toute la classe politique de la majorité à l'opposition. Il y avait présent Pierre Bérégovoy, Laurent Fabius, René Monory ainsi que les anciens premiers ministres Pierre Flimelin, Jacques Chirac et Raymond Barre. Hommage également de toute la population de Rouen dont Jean Le Canuet était le sénateur-maire. Patrick Poivre d'Arvor entendu 4 heures durant au palais de justice de Lyon dans le cadre de l'affaire Botton. Le journaliste vedette de TF1 a été inculpé le 5 février dernier de recel d'abus de biens sociaux puis placé sous contrôle judiciaire. PPDA s'est expliqué sur tout selon un de ses avocats. Il reste encore un acte d'instruction et Maître Spilner ajoute qu'il pourrait ensuite bénéficier d'un non-lieu. Max Mosley, le président de la Fédération internationale de sport automobile, l'a annoncé aujourd'hui. Le Grand Prix de France de Formule 1 aura bien lieu le 4 juillet prochain sur le circuit de Manicourt. Une saison 93 sauvée également pour l'écurie Williams-Renault et son pilote, le Français Alain Prost, qui voit leur participation au championnat du monde confirmée. Et puis du football, avec la relance du championnat de France ce soir. Les Monégasques ont en effet battu les Marseillais 1-0. Pas beaucoup de buts, mais beaucoup de très belles actions. Rémi Giudicelli. Le stade Louis II en fête, comme chaque année, pour l'opposition entre Monégasques et Marseillais. Et ce sont les seconds nommés qui animent la première mi-temps grâce à Angloma et Deschamps, avant que Voller ne bute sur un excellent Ettori. Jean-Luc Ettori, sauveur de Monaco une deuxième fois, quelques minutes plus tard, sur cet échange Voller-Angloma. Et pourtant, ce sont les joueurs de la Principauté qui vont faire la différence sur cette action d'Enrique. Basile Boli, involontairement ou non, déstabilise le Brésilien. Jérôme Niaco transforme le pénalty. Seconde mi-temps sous les regards consternés d'un ministre-président et de Raymond Goethals. Les Marseillais rateront de peu l'égalisation sur cette action de Dobrovolski, mais Monaco conserve son mince avantage et relance donc ce soir le championnat. Le Parti communiste dans la campagne pour les législatives, les premières élections nationales depuis la chute du communisme dans les pays de l'Est. Le parti de Georges Marchais est actuellement crédité de 8 à 9% dans les sondages. C'est environ 3 points de moins par rapport à 88. C'est surtout 15 points de moins par rapport à l'après-guerre. Histoire racontée par Véronique Gorel. Octobre 1945, la première assemblée constituante. Au sortir de la guerre, 5 millions d'électeurs font confiance au Parti communiste. Avec 26% des suffrages exprimés, le Parti de la Résistance devient le premier parti de France. Janvier 1993, le Parti communiste prépare les législatives. Question à Georges Marchais, secrétaire général du parti, y aura-t-il encore un groupe communiste à l'Assemblée nationale en mars prochain? Oui, nous aurons un groupe et je pense mieux que cela. C'est possible.
La question n'irrite plus Georges Marchais, car depuis 20 ans, le PC s'est habitué aux déroutes électorales. En 73, il obtient encore 21% des suffrages. C'est le temps de l'union de la gauche, une alliance qui profitera surtout au Parti socialiste. Et sa rupture en septembre 78 ne provoque pas non plus la remontée espérée. Dans le même temps, la modernisation est passée par là, quelques citadelles ouvrières sont tombées, le vivier du Parti communiste commence à s'assécher. La victoire de François Mitterrand en 81 contraint les communistes à une nouvelle union, concrétisée par l'entrée de 4 ministres au gouvernement, mais elle ne parvient pas à stopper l'hémorragie. En 10 ans, le Parti communiste a perdu les 3/4 de son électorat. 1993, dans cette campagne, le Parti communiste compte sur la fin du mitterrandisme pour stopper le déclin du parti. L'ouverture est à l'ordre du jour. Pas besoin d'être communiste pour voter communiste, répète inlassablement Georges Marchais. Ce vote va être le bon moyen de peser utilement dans le sens de l'aspiration au neuf qui est partagé bien au-delà des électeurs qui se reconnaissent dans notre parti. Et le Parti communiste de compter sur eux pour renouer avec un score à 2 chiffres. 10% le 28 mars, place du colonel Fabien. On serait ravis de cette légère remontée. Jacques Ralite, bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Parti communiste. Vous êtes ce qu'on appelle un refondateur. On y reviendra tout à l'heure. Vous y croyez, vous, aux 10% aux prochaines élections législatives? Ça serait un bon score pour vous? Moi, je ne fais jamais de pronostic. Je trouve qu'on a une tendance dans tous les domaines de la vie sociale à faire de la statistique et à préparer à travers ces statistiques ce que l'on souhaite. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose d'approchant. Mais si on reste dans le domaine statistique, si je prends nos camarades socialistes, ils faisaient 35 il y a quelques années. On leur annonce 20, ben nous 25, 15, c'est même la même différence. Alors je ne crois pas qu'on puisse parler, comment dirais-je, de nécrologie dans ce domaine. Ce qui est vrai, c'est que les images que vous avez montrées à la Libération, c'est l'époque où tout jeune, je suis devenu communiste, et je ne le regrette pas, eh bien ça correspondait à la société telle qu'elle était. Et le drame, parce que cela en a été un, c'est que nous n'avons pas su, comment dirais-je, accompagner les grandes mutations. Mais j'ajouterais aussitôt, aucune force politique n'a su le faire, ni en France, ni ailleurs. Et c'est la très grande question qui est posée à toutes les forces politiques. Où elles penseront neuf, où il y aura de nouveaux commencements, où toutes elles connaîtront une sorte de déclin. Autre invité dans ce journal, Marc Lazare, qui est sociologue et qui a écrit plusieurs livres sur le Parti communiste. Marc Lazare, bonsoir. Bonsoir. Après la chute du communisme dans les pays de l'Est, quel est maintenant, à votre avis, l'électorat du Parti communiste en France? Qui vote communiste et pourquoi maintenant en France? Mais avant de répondre à la question, je dirais que le déclin du Parti communiste n'est pas lié à ce qui se passe en Union soviétique, car il avait commencé avant. Donc je crois qu'il faut faire attention à cette précision. Alors, qui est l'électorat communiste aujourd'hui? Eh bien, on le situe, on a beaucoup d'enquêtes qui nous permettent de dire que c'est un électorat encore ouvrier, bien que le Parti communiste français n'ait plus autant d'ouvriers qu'auparavant dans ses rangs. C'est un parti aussi qui recueille des voix auprès des employés, et puis surtout une catégorie importante qui constitue son électorat, celui des inactifs et des retraités. Puis c'est un électorat très localisé d'un point de vue géographique. Il y a des grands déserts en France maintenant où le Parti communiste est totalement absent, et puis quelques bastions un peu fissurés autour de la région parisienne, dans le nord, ça c'est les anciens bastions industriels, et puis dans le pourtour du Massif central et le long de la Méditerranée, en Languedoc-Roussillon. Pourquoi vote-t-on communiste? Eh bien, peut-être encore parce qu'on y croit, et puis aussi parce qu'il y a des grandes personnalités qui sont encore aujourd'hui candidats et qui sont des personnalités connues parce qu'elles exercent un mandat de député ou de maire. Et ça, je crois que c'est ce qui reste de force du Parti communiste français. Jacques Ralite, on va parler de l'avenir dans quelques instants, mais Georges Marchais est très critique vis-à-vis du bilan de François Mitterrand. Il estime, je le cite, qu'il a aggravé tous les problèmes. Est-ce que vous êtes aussi sévère que lui sur le bilan? Vous savez, j'ai été avec 3 de mes amis ministres de François Mitterrand en 81-82, et j'ai souvenir d'une époque où les choses qui ont commencé à être construites étaient très intéressantes. Et puis rapidement, il y a eu un tournant. Nous sommes restés encore un instant, puis nous sommes partis parce que ce tournant aboutissait à ce dont il était gros. C'est, je crois, le jour où les forces d'argent n'ont plus été combattues comme elles le méritaient. Quand on cède devant elles, quelque part, on descend l'escalier de l'humanité. Et ça, c'est une question
capitale. Je viens de lire un livre de Jacques Berck, Il reste de l'avenir, et il dit quand même, aujourd'hui, un chef d'entreprise est un homme important quand il dégraisse. Et il ajoute, l'humanité d'une entreprise, ce sont ses personnels. Eh bien, elle est considérée comme de la graisse superflue. Alors, là, je crois que c'est un démembrement de vie, et cela, c'est une question grave, et qui interroge l'ensemble de la société française. Une société qui sacrifie à ce point l'homme, qui fait du cavalier celui qui porte le cheval, et pas du cavalier celui qui monte sur le cheval, est une société à l'envers. Alors il faut la remettre à l'endroit, mais la remettre à l'endroit, c'est un travail d'invention, de novation, de prise de conscience de tout ce qui ne va pas, mais surtout de tout ce qui n'est pas encore fait au niveau suffisant. Alors vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, un refondateur, donc très critique vis-à-vis de la ligne officielle du parti. Que pensez-vous, c'est la question classique en ce moment, du Big Bang de Michel Rocard, de cet appel à certains communistes? Vous sentez-vous concerné par cet appel? Ben, écoutez, effectivement, Michel Rocard a parlé des refondateurs communistes. Ben, puisqu'il en parle, je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. Alors, c'est pas l'expression Big Bang, moi, qui me touche. C'est le fait qu'il parle de la nécessité d'autre chose. Mais, ce faisant, s'il s'adresse à nous, on a commencé il y a un certain temps. Je parle des refondateurs communistes. Parce que quand nous avons contribué à créer le mouvement Refondation, beaucoup des questions neuves ont été évoquées. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, à la Villette, de milliers de personnes rassemblées pour penser à neuf, pour ne plus se mouvoir derrière des haies de précaution, et pour tenter, c'est la tâche urgente et forte, de mettre l'homme et la femme au centre de tout, à la place de l'argent. Donc, très concrètement, vous répondez oui à Michel Rocard. Je ne peux pas dire que je réponds oui, parce que nous sommes dans une période électorale où beaucoup de gens utilisent ce Big Bang. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir quelles forces sociales sont espérées derrière, et surtout quel contenu y mettre. Par exemple, le chômage, l'emploi, une nouvelle conception du monde, un nouveau rapport entre le national et l'international. Voilà des questions entièrement neuves. Alors si elles constituent un contenu difficile à élaborer, c'est un arrachement à l'inertie de forces politiques nombreuses qui existent encore dans notre pays. C'est un véritable arrachement, parfois douloureux, mais ça faut le faire. Parfois, il y a une chose intéressante. Disons que pour moi, avec mes camarades, nous sommes à la tâche depuis un certain temps. Marc Lazare, quelle est la marge de manœuvre de ces refondateurs au sein du Parti communiste, vous qui êtes un observateur? Est-ce qu'ils peuvent modifier le cours des choses ou bien leur combat est-il perdu d'avance? Mais je dirais à Jack Ralid que l'heure de vérité arrive et que je crois que Jack Ralid, qui était un homme de culture, se retrouve dans un film de Buñuel célèbre qui s'appelle L'Ange Exterminateur. C'est l'histoire de gens qui veulent sortir d'une pièce et qui n'y arrivent pas. L'idée des refondateurs, c'est d'essayer de changer à l'intérieur le Parti communiste français, c'est-à-dire de changer avec des élus qu'ils auront aux prochaines élections, avec la bataille d'un certain nombre de militants au sein du comité central, et puis aussi avec un certain nombre de militants syndicalistes. Et puis changer pour changer l'orientation du Parti communiste, et puis éventuellement pour peser sur le choix du nouveau secrétaire général, car il faudra bien un jour trouver une succession à Georges Marchais. Et le problème, c'est qu'il se heurte à quelque chose de très simple. Et si vous me permettez, je vais donner quelques chiffres. Rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. En décembre 1990, la Sofres a fait une enquête auprès des délégués du Parti communiste français. Et qu'est-ce que l'on voit? 76% sont favorables à la propriété collective des moyens de production. 96% jugent que l'expression parti révolutionnaire est d'actualité. 84% que le parti de la classe ouvrière est toujours d'actualité. Cela prouve qu'il y a encore toute une culture, toute une série de réflexes dus à la tradition et à l'histoire du Parti communiste français que des gens comme Jacques Ralid essayent de changer, mais qu'ils auront beaucoup de mal à changer. Alors, c'est l'ange exterminateur. Est-ce qu'ils arriveront à sortir ou est-ce qu'ils resteront au Parti communiste? Jacques Ralid, un mot, êtes-vous l'ange exterminateur? Bon, je ne sais pas, c'est une formule jolie d'ailleurs, et surtout quand on pense au film de Buñuel, prodigieuse. Non, mais moi je ne renonce pas au patrimoine des militants et des militantes qui constituent le Parti communiste français. Je suis maire d'Aubervilliers et je vois au gré de la misère, au gré de l'exclusion de soi-même, de la précarité, de la drogue. Mon collègue Brauzek là, vient de se porter partie civile parce que des trafiquants jouent de la vie des hommes et des femmes, et notamment des jeunes. Oui, oui. Eh bien, je vois des hommes qui sont prêts à se battre. Le défaut, si on peut parler d'un défaut, parce qu'il est réel, c'est de s'arc-bouter sur des acquis. Encore que je trouve un peu curieux qu'aujourd'hui on propose comme solidarité au peuple de défendre ce qui reste
d'acquis qu'on leur demande d'accepter, de limer. C'est quand même curieux. Ou alors quand vous avez un travail, on vous dit vous êtes privilégié. Quand vous n'en avez pas, on vous dit vous manquez de formation, c'est-à-dire qu'on culpabilise. Mais je crois qu'on peut vraiment, avec ces hommes-là, à condition de se battre, de mettre en avant l'idée de mouvement, de mettre en avant l'idée de rassemblement. Nous sommes pour le rassemblement, sans exclusion, mais sur des contenus et sur des mouvements sociaux. Jacques Vous savez, je crois que les partis communistes, puisque Marc Lazare, dont je connais le très beau et lucide livre sur le PCF et le PCI, je voudrais lui faire remarquer que, par exemple, dans les pays de l'Est, eh bien, actuellement, il y a de nouveaux partis communistes, lituaniens, hongrois, tchèques, et ils ont des pourcentages intéressants. Ça veut dire que peut-être au moment où les peuples ont chassé les communistes, ils ont contribué à inventer un nouveau communiste. Jacques Ralite, je vous remercie. Dans cette invention. Je suis obligé d'arrêter, hélas, ce débat passionnant, mais le temps nous manque. Jacques Ralite, merci, et Marc Lazare, merci beaucoup. Les chiffres viennent de le confirmer. La France risque de ne pas échapper à la récession économique qui sévit en Europe. Selon les comptes de l'INSEE, la production intérieure brute a en effet baissé de 0,5% au 4e trimestre de l'année dernière. Explication et analyse de Françoise Laborde et Paul Campenac. La France pensait cet hiver avoir touché le fond de la crise, ce n'est pas le cas. La peur de chômage et de l'avenir pousse toujours les Français à limiter leurs dépenses et les exportations sont en net recul. Les chiffres publiés par l'INSEE confirment cette impression, la France est au bord de la récession. La croissance pour le dernier trimestre 1992 est tombée à moins 0,5%. Malgré ces conditions difficiles, l'opposition, si elle arrive au pouvoir en mars, ne compte pas relever les impôts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abaisser un certain nombre de dépenses publiques. Et c'est possible. Et grâce à cette baisse de dépenses publiques, il faut prendre toute une série de mesures d'aide fiscale aux bâtiments, aux petites et moyennes entreprises, pour l'allègement des charges sociales des entreprises. Un seul chiffre est encourageant, celui de la croissance sur l'ensemble de l'année 1992, plus 1,6%. Mais attention, car en ce moment, tout se passe comme si les thermomètres de l'économie française n'étaient plus fiables, en décalage total avec la réalité. La menace d'une déflation, croissance et inflation négatives plane sur 1993. Il y a les chiffres et puis il y a la réalité. Depuis plusieurs mois, le pays réel ne semblait plus correspondre aux statistiques. Le gouvernement avait beau dire que, hors le chômage, l'économie française était saine, les acteurs économiques, eux, se montraient plus que moroses. C'est ce décalage que les chiffres de l'INSEE viennent confirmer aujourd'hui. L'économie n'est pas une science exacte, elle repose surtout sur la confiance. Et lorsque cette confiance est partie, eh bien, les entreprises investissent moins, les consommateurs dépensent moins, le chômage augmente. C'est toute la machine qui est grippée et le moteur a tendance à caler. C'est ce qui se passe aujourd'hui, avec, pour la majorité d'après mars, une marge de manœuvre proche de zéro. Il ne restera guère plus que la baisse du crédit pour remettre un peu d'huile dans les rouages. La décision est tombée cet après-midi. La sidérurgie européenne devra se séparer de 46 000 salariés et réduire sa production de 50 millions de tonnes. Parallèlement, les ministres de l'industrie des 12 ont décidé de contingenter les importations d'acier en provenance des pays de l'Est. Un plan drastique qui touchera de plein fouet l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, mais pas la France. Je soutiens ce plan parce qu'en effet, il aboutira à une amélioration de la situation de la sidérurgie française, sans que, en aucune manière, les réductions d'effectifs qui sont prévues aujourd'hui au niveau européen n'affectent la situation française. Sourire et bonne humeur à La Ciotat. Cet après-midi, les ouvriers de l'ex-Normed ont accueilli un cargo de 120 mètres pour réparation. Le Lex Magnolio est le premier bâtiment que le chantier reçoit depuis sa fermeture en 1989. Les travaux doivent employer 60 personnes à temps plein pendant un mois. Des banques étrangères ont permis ce redémarrage qui redonne espoir à toute une région. Affaire Grundig, l'Autriche riposte. À Vienne, on n'a pas du tout apprécié les déclarations de François Mitterrand et surtout ce que l'on a pris pour un chantage à l'intégration européenne. Le chancelier autrichien a écrit une lettre à Pierre Bérégovoy dans laquelle il réfute les accusations de concurrence déloyale. Et surtout, les Autrichiens menacent de rompre un contrat signé avec Matra pour l'achat de missiles Mistral. Coût de la perte pour Matra si la menace venait à exécution, 600 à 700 millions de francs. Le palmarès du jeudi, il est consacré au livre, avec en particulier ce soir l'ouvrage d'une agricultrice, un document à lire au moment où s'ouvre à Paris le Salon de l'agriculture. Dominique Poncet.
Au palmarès ce soir, coup de chapeau à Madeleine Renaud qui va fêter cette année ses 93 ans. 93 dont 70 auront été consacrés aux planches, avec les innombrables triomphes que l'on sait bien sûr, mais aussi une foultitude d'obstacles. Aux côtés de Jean-Louis Barrault, cette comédienne sans égale aura donc écrit la plus formidable épopée du théâtre français. Cela valait bien un livre, il vient de sortir, il est signé Noël Loriot et il est publié aux Presses de la Renaissance. À 2 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, notre coup de pouce ira ce soir à Marie-Paul Sépré, une agricultrice de 44 ans qui vient de sortir un témoignage formidable sur sa vie à la ferme. Son livre, paru chez Michel Lafon et intitulé L'année de la lune rousse, est un de ses ouvrages qui se lit d'une traite. Il y a de l'humour, il n'y a aucune complaisance, elle ne s'apitoie pas sur elle-même, or il y a des passages extrêmement dramatiques. Nous pleurons sur elle, mais elle ne pleure pas. J'ai aimé aussi ce livre parce qu'il trouve en moi un écho. Le monde agricole aujourd'hui est un peu dans la même situation que le monde du spectacle. C'est un monde en perdition. Dire qu'en plus, l'année de la lune rousse exalte la beauté de la terre et qu'en ce sens, c'est un bouleversant plaidoyer pour l'écologie. Après le coup de pouce, le coup de cœur, il est destiné au chanteur et musicien Eric Clapton. Le guitariste génial a reçu hier soir à Los Angeles 6 Grammy Awards, l'équivalent des Oscars pour les chanteurs. Âgé de 47 ans, il était déjà considéré comme une légende du rock. Il lui manquait la consécration, ce fut une apothéose. Ces récompenses sont allées à la chanson Tears in Heaven, également à la célébrissime Leila, composée il y a 23 ans et dont on écoute quelques mesures. Got me on my knees, Leila, begging, darling, please, Leila. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques instants, la météo de Florence Klein, une météo très enneigée, soyez prudents sur les routes. Puis le magazine de l'aviation, Pégase. Demain, l'info nationale à 12h et 12h45 vous sera présentée par Anne de Koudenov, à 19h par Élise Lucet. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h45 pour un nouveau Soir sur la 3. Bonsoir à tous et bonne nuit. Dans 3 petites secondes, embarquement pour Pégase. Perdus dans l'océan Indien sur l'île Christmas, près de 130 millions de crabes rouges choisissent le mois de novembre pour gagner la mer et s'y reproduire. Une migration qui perturbe sans doute toute la vie de l'île. 1 million de crabes au kilomètre carré, et cela pendant 5 à 6 semaines. La grande invasion, c'est vendredi 20h45 dans Thalassa, sur France 3. Si Charal protège si jalousement ses entrecôtes de l'air et de la lumière, c'est qu'une entrecôte Charal n'a rien à voir avec une autre entrecôte. Car comme tous les bons bouchers, Charal sélectionne toujours une viande très goûteuse, très savoureuse et surtout très tendre. Et pour en être convaincu, il suffit de comparer. Charal, la viande devrait toujours être aussi bonne que ça. Je ne suis pas un voleur. Ils m'ont forcé. Ils m'ont fait devenir comme eux. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Confronté à la violence, à la peur, Antoine va vivre son drame dans la solitude. C'est toi qui t'es servi de ma carte bleue plusieurs fois? Ça va pas, non? C'est pourquoi faire cet argent, hein? Réponds, qu'est-ce que ça veut dire? Samedi 20h45, la tragédie d'un adolescent condamné au silence sur France 3. France 3 vous présente la météo. Avec les œufs matines, la fraîcheur des petits matins. Bonsoir.
Bonsoir, la neige, tout le monde l'attendait, mais sur les montagnes, et elle va montrer le bout de son nez, mais partout, même en plaine. Regardez ces perturbations qui vont défiler. Tout cela va arriver sur la France, où nous avons de l'air très froid en ce moment et se transformer en neige. Demain matin, il neigera des Ardennes à l'Aquitaine. L'après-midi, nous allons retrouver cette perturbation sur la façade est du pays. Neige donc sur les massifs, mais également en plaine. Neige sur les Pyrénées. À l'arrière, beaucoup de grisailles et de la pluie sur le nord-ouest du pays, avec du vent à 50 km à l'heure de secteur nord sur la Manche et Mistral et Tramontane également à 50 km à l'heure. Les températures minimales, nous aurons à peu près les mêmes que ce que nous avons eu ce matin, c'est-à-dire de très fortes gelées, notamment dans le massif central et dans les vallées alpines. Températures légèrement positives sur le nord-ouest à cause de la perturbation. Dans l'après-midi, peu de changements par rapport à aujourd'hui. Des températures légèrement inférieures aux normales saisonnières un peu partout, avec une poche d'air frais ici dans le nord-est et dans le centre-est. Notre week-end, tout blanc. Regardez, de la neige pour tout le monde. Samedi, dimanche et lundi, avec des averses ou des perturbations qui vont passer, donc de la neige, y compris en plaine, avec des cumuls importants sur les massifs, jusqu'à 1 mètre de neige en 48 heures. Si vous devez vous déplacer en Europe demain, on va retrouver également de la neige sur l'Europe de l'Est, jusqu'à Stockholm, Copenhague, également à Berlin, et de la pluie ici à Athènes et à Ankara, ainsi qu'à Londres, du soleil pour la péninsule ibérique et pour le Maghreb. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de fêter la Saint-Nestor demain. Bonsoir. France 3 vous a présenté la météo. Avec les œufs Matine, la fraîcheur des petits matins. Faut pas rêver. Visite les appartements privés du pape et les caves du Vatican. Découvre dans une casse un trompettiste aux lèvres d'or et assiste à Éphèse à un étonnant combat de chameaux. Vendredi, après Thalassa, Faut pas rêver en couleur sur France 3. Du désert australien à la Grande Muraille de Chine. Des neiges du Fujiyama aux grandes étendues du Far West. Chaque jour, plus de 500 avions United Airlines relient pour vous les 5 continents. De Paris à Washington, Los Angeles, Chicago et San Francisco sans escale. Chaque jour, envolez-vous en grande compagnie. United Airlines, le monde est à vous. Dans certains camps, il y avait des étalages, des boucheries de chair humaine, des cuisses, des poitrines attachées à des poutres. Mais s'ils sont comme des brebis, alors ils ne sont pas des hommes. D'abord, les Indiens méritent leur sort. Ils venaient à nous, tout souriants, le visage gai, curieux de nous connaître, chargés de fruits et de présents, et nous leur avons apporté la mort. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous? Ah, sans aucun doute. Parce qu'il y a des œuvres de la littérature qu'il faut avoir vues. Grandes œuvres. Une collection prestigieuse de vidéocassettes. France Musique. Jamais la musique ne vous aura touché d'aussi près. Pégase est à bord d'un Léviathan du ciel, un 747 cargo qui fait route de Luxembourg à Seattle en passant par Edmonton au Canada et San Francisco en Californie. 17 heures de vol. Le cargo, c'est un mythe. Il y a même des pays où le cargo, c'est un culte. Pour celui qui aime l'idée du voyage, le cargo, c'est la quintessence du bonheur.
parce qu'à bord d'un cargo, la vie est simple. Il y a le fret dans la soute, il y a le navire complètement dépouillé, sans freluche ni chichi décoratif, et il y a un équipage réduit au strict minimum. À bord d'un cargo, les jeux de société liés à la présence des passagers n'ont plus cours.